c'est ce temps de l'année qui s'en vient, celui où Télé-Québec diffuse en fin de soirée des films qui, même si je les ai vus 1000 fois, me tiennent scotché sur le sofa. Vous voyez ce que je veux dire? Même les versions françaises, même le Parrain version française, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je sais, Forrest Gump en français, je suis pas fier de ça, là. Je suis pas fier, mais ça me tient scotché. Et là, il y a quelques jours, l'Auberge espagnole. Ça, c'est excellent. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Et c'est prodigieux à quel point tu as l'impression d'être en colocation avec eux autres. C'est ça la force, je pense, le tour de force de ce non, mais film. entre autres, mais bon, évidemment, il y a toute cette histoire du voyage initiatique, ouais, mais ouais, aussi, qui là, est on universel, partage, qui est universel. Mais ils sont quoi, 8 à partager un appartement à Barcelone, puis ça sent que c'est pas ramassé. C'est un peu sale. C'est ça, c'est sale. C'est sale d'un coin, puis on aime ça de même. Fait que je me disais, c'est selon, avez-vous une anecdote, soit de voyage initiatique ou de colocation? C'est selon. J'ai partagé colocation avec toi. J'ai vécu avec Alex 4 semaines. Oui. Fait que ça, c'est une anecdote de colocation. On était en voyage initiatique, d'ailleurs, j'y pense. Professionnel. À Moncton, ouais. Mais Martin, surtout, là, annonce-nous, laisse-nous tomber une colocation avec une célébrité. Là. Ben oui, dans le temps que j'habitais avec John Parisella. Non, j'irai pas là. Tu vas pas dans la colocation? Non. Voyage initiatique? As-tu déjà eu un colocataire? Oui, écoute, j'ai eu quelques colocs. Je dirais que la période la plus amusante que j'ai eue en colocation, c'est quand je couvrais la politique à Ottawa. Bon, tu vois, ça va être bon, ça. Et que mon coloc était Joël Denis Bellavance, le chroniqueur politique qui est chroniqueur politique à la presse maintenant. Et j'ai eu... Il se ramassait pas. Ah, non. Il faisait jamais la vaisselle. on a eu vraiment... On est devenus des partenaires d'entraînement, des partenaires... Pourtant, vous étiez des rivaux. On a eu... Oui, mais après les heures de travail, c'était terminé. Là. D'accord. On a eu du bon temps. D'accord. Alors, tellement OK. Le seul balado où il y a du potin sur Joël Denis Bellavance. Hein? Qui est un chic type? Qui est un grand amateur de hockey. Ah oui? Ah oui? Ah, mais peut-être qu'il nous écoute. C'est un bon courriériste parlementaire. Vraiment. On le salue. Alex, une anecdote de voyage initiatique? Raconte-nous. De voyage initiatique. mais ça, c'est l'île du Prince-Édouard. C'est tout professionnel. Non, ça compte pas? Ça compte. Plein de dans beaux le film, voyages. c'est pour les études. Ouais. Il y a les études universitaires. L'île du Prince-Édouard, ça a été initiatique quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'Alex a commencé sa carrière c'est parce que je faisais de la pige pour les hebdos, transcontinentales, tout ça, tout frais sorti même avant de sortir de l'université. Et puis, c'est ça, j'avais sauté sur une rare occasion qui se présentait d'aller travailler à la Voie acadienne à l'île du Prince-Édouard. Wow! Fait que j'avais mis mes affaires dans mon char et j'étais parti, puis j'étais arrivé, je me rappelle... C'est comme ça qu'on fait un voyage initiatique. J'ai traversé le pont de la Confédération le 30 novembre. Et c'était limite là, pour le traverser parce qu'il ventait vraiment très, très fort. La lumière était jaune. Des fois, tu peux pas y aller là, selon la température et tout. Puis sur le pont, je me demandais un peu ce que je faisais là. Ouais. Honnêtement, là, il y avait de la neige partout, de la poudrerie. Ça avait un peu l'air d'une terre dévastée à ce moment-là. Tu n'y as pas encore mis les pieds. Puis bon, c'est plat. Puis c'est pas le temps de l'année qui est le plus, foisonnant. Mm-hmm. J'étais là, c'est-tu vraiment une bonne idée? Ça me tente-tu vraiment de faire ça? Et finalement, ça a été une très, très belle expérience. Ouais. Le pont de la Confédération, comme dilemme de carrière, de traverser ou ne pas traverser. Tu reviens de loin. C'est le cas de le dire. On a cru que je ne reviendrais jamais à un certain point, mais me voilà. Bon, moi, j'ai pensé aller étudier à Chicoutimi. Moi, c'est le plus courageux que je fais. J'y ai pensé. Je suis allé visiter, mais j'ai pas... Mais déjà, que quand tu es venu me rejoindre à Moncton... Ça, c'était le plus... j'étais extrêmement surpris parce que je te connaissais déjà depuis un bon moment, et puis... Quand je t'ai proposé la chose, honnêtement, je m'attendais à ce que tu refuses. J'étais loin du marché Jean Talon. Oui, c'est ça. C'est pas facile pour faire les courses. Non. Mais on avait trouvé une petite épicerie fine, tout à fait agréable. Qu'on dévalisait à tous les jours. Parce que Alex, moi, j'ai vécu avec, là, il mange. Je sais pas s'il mange autant que Joël Denis Bellavance, mais... À l'époque, faut retourner souvent à l'épicerie. OK. Aujourd'hui... Citer Albert Einstein encore et encore et encore. Le monumental échec de Gary Bettman. Et c'est les finales d'association. C'est tellement OK, épisode 237. Avec mes deux colocs préférés.
Ah, on aurait fait on ferait un bon trio. Mhm. C'est qui se ramasse le moins? Toi. Hey, wow! J'ai maturé. J'ai pris de la maturité, on dit, premièrement. Et deuxièmement, je sais pas, j'ai l'impression que Martin... Martin c'est suggère. Un gars propre. Là, Suggère ouais. ouais. Suggère la netteté. Et toi, moins. Le sérieux, c'est ça. Ouais. Moi, moins. J'ai nommé notre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Bonjour, messieurs. Salut, Alex. Bientôt en route, je le dis, bientôt en route vers Peterborough. Je prends la route avant le 4e match de la finale de l'Ontario entre les Knights de London et les Petes de Peterborough. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? On va aller voir Logan Mayou et Owen Beck. Alors, il en sera peut-être question mercredi prochain, là, si on a le temps. Il y a un petit penchant pour l'Ontario. Hein? Il va faire un tour à chaque oui, j'étais en résidence à Kingston l'année dernière. Ben oui. Ouais. En tout cas, on a remarqué. Pour rien, finalement. À l'époque, ça avait pogné mes affaires. Oui. C'était en Slovaquie, Falletaille. Ouais. Falletaille. Mais non, mais Juraj, c'était déjà fait en Chine. C'est vrai. Ça. Vous étiez déjà copains comme cochon. Oui, exactement. Vous l'êtes toujours. J'avais pris un pas d'avance sur tout le monde. Ouais. Et notre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Prisonnier. C'est le jour de la marmotte. D'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Phil, Ned, Ryerson. Hey! Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine. Voici enfin le jour J. Ah, il n'y a rien comme une bonne... On dirait le quiz de Noël. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Mais ça, c'est français, là. C'est français jusqu'au bout. C'est quoi? Le titre, c'est même pas le jour de la marmotte en France. Il l'a dit, c'est le jour recommence ou je ne sais trop. Enfin, c'est même pas le bon titre. Évidemment, avec Bill Murray et Angie, parce qu'on s'est pas rendu, là, et Angie McDowell. Parce que bon sang de bon sang. Et Martin, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, parce que Martin et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça commence à faire longtemps qu'on parle du sort des Coyotes de l'Arizona. On n'a pas été à Moncton ensemble, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je me rappelle quand on sévissait sur les ondes satellites, je me rappelle que même là... Début des années 2010, là, parle, à peu près. On n'en revenait pas à quel point ça traînait en longueur, la saga des Coyotes de l'Arizona. Et nous voici 12 ans plus tard, au même point. Est-ce qu'on est au même point? Non. Non? Non. Tu t'as dit, combien de fois tu m'as dit ça? Là, Écoute. On ne croit plus. Là, ils sont vraiment rendus dans un cul-de-sac. Tu là. penses? Oui. Ouais. C'est terminé. Et c'est quand même... que ça en est drôle. Ça en est drôle. Bon, il y avait un référendum au cours des derniers jours à Tempe, en Arizona. La population devait... se prononcer sur un projet, un méga projet immobilier de plus de 2 milliards de dollars. Le propriétaire des Coyotes, Alex Meruelo, voulait donc construire un quartier de divertissement au milieu duquel on aurait aménagé un nouvel amphithéâtre. Et ce projet, le site est un site contaminé, c'est un dépotoir situé quand même assez près de l'aéroport de Phoenix, l'aéroport Sky Harbor. Et Meruelo disait, je vais construire ça avec des fonds privés. Il y avait pas loin de 2 milliards de fonds privés sur 2,1, 2,2 milliards. Et en échange d'un énorme congé de taxes, là, plus d'un demi-milliard de dollars. Et il disait aux gens, on va construire ça, puis ça va... Dynamiser. Ça va dynamiser le quartier. Les études commandées par la ville et par les Coyotes disaient des retombées de plusieurs milliards de dollars là, sur 30 ans. Une étude indépendante annonçait des retombées négatives. 1 dollar de retombée pour chaque dollar 90 de frais d'infrastructure ou de congé de taxes accordés par la ville. Et moi, je pensais que ça allait être accepté, que ça allait passer ce référendum-là, parce que la ville appuyait le projet. Plusieurs anciens maires de Tempe appuyaient le projet et ça a été refusé. Je pense que les résultats préliminaires, c'était dans une proportion de 56 environ. Ouais. C'est ça, de 56 %. Et là, ça fait en sorte que c'était la dernière carte, c'était l'ultime carte. Là. Les gens qui se souviennent de la saga des Coyotes...
en 2009, la Ligue nationale avait repris possession des Coyotes. Jerry Moyes, le propriétaire des Coyotes à l'époque, avait fait faillite. Il avait tenté de vendre son équipe à Jim Balsillie, qui était le PDG de Research in Motion, qui était un fleuron canadien à l'époque. Blackberry. C'est ça, qui fabriquait les Blackberry. Alors, les enfants à la maison, le Blackberry c'est ça, pareil. est un ancien téléphone. Un ancien téléphone avec un clavier. Calculatrice, en fait. Et donc, Gary Bettman s'est battu bec et ongle pour pas que Jim Balsillie achète l'équipe et déménage l'équipe. La Ligue nationale a opéré les Coyotes pendant 4 ans, si ma mémoire est bonne. Et ça a été une succession. La ville de Glendale, qui avait construit un nouvel amphithéâtre, qui avait dépensé 220 millions pour construire un nouvel amphithéâtre pour les Coyotes, s'est retrouvée avec un éléphant blanc, avec un fusil sur la tempe de la Ligue nationale, à devoir contribuer, appuyer financièrement le maintien de l'équipe à Glendale. La ville de Glendale a dû fermer des casernes d'incendie et des bibliothèques pour continuer, pour pomper de l'argent dans les Coyotes. C'était épouvantable. Là. Et donc, depuis ce temps-là, depuis 2013, les Coyotes ont changé de propriétaire 3 fois. Et là, on se souvient, l'année passée, les Coyotes ont été chassés de Glendale finalement parce qu'ils ne payaient pas les factures, ne payaient pas leur bail. Et la ville a dit, écoutez, on est tanné de faire affaire avec vous, vous êtes des mauvais payeurs, on ne veut plus vous avoir comme locataire. Et là, ils ont joué cette année dans un amphithéâtre universitaire de 5000 places. J'ai assez hâte d'y aller. Ça fait 3 ans. Ce sont des sans-domicile fixes. Ouais. Et là, l'ultime perche qui leur restait, ils viennent de la perdre. Alors, cette équipe-là va déménager très rapidement, je suis convaincu de ça. Les carottes sont cuites. Surtout il y a quelque chose d'éloquent. D'abord, il y a un communiqué de la LNH qui est sorti hier soir. Déjà, c'est pas leur genre d'être aussi rapide sur... Oui, exact. Puis, les termes utilisés étaient assez... C'était laconique, puis c'était très déçu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le timing et les mots utilisés tranchent avec la façon habituelle de faire. Ouais. Et je pense que c'est un indicatif de ce que Martin vient de dire. La traditionnelle phrase « Nous sommes engagés au maintien des Coyotes en Arizona » n'était plus là. Et ce qui me fait dire qu'ils vont déménager rapidement, là, souvenez-vous, quand les Thrashers d'Atlanta sont arrivés dans une situation... insoluble. Il y avait des problèmes, les propriétaires ensemble, ils n'étaient pas capables de s'entendre. Personne ne voulait racheter le club. Et c'est ça. Il n'y avait pas de foule ou d'assistance. C'était pas satisfaisant au guichet. Et en un clin d'œil, ça s'est fait le transfert à Winnipeg. Et j'ai l'impression que ça va procéder rapidement. C'est intolérable pour les autres propriétaires de la Ligue nationale, qui a une équipe qui joue dans un amphithéâtre de 5000 places. C'est intolérable pour l'association des joueurs, qui est dans un partage de revenus 50-50 avec les propriétaires. Puis là, ils sont pris dans une situation perpétuelle. Là. Ils vont jamais sortir de cet amphithéâtre-là. Alors, cette équipe-là va déménager. Ça pouvait être envisageable s'il y avait effectivement un complexe qui allait être construit, puis un aréna qui allait être construit dans... un échéancier raisonnable, mais là, ça n'existe plus. C'est un projet qui était similaire à celui de Glendale. Moi, je suis déjà allé couvrir un match en Arizona, puis tu sais, premièrement, c'est excentré, là. C'est loin, c'est au carrefour d'autoroute, mais c'est un lieu de divertissement. Tu sais, il y a un amphithéâtre, il y a un hôtel Renaissance, il y a des boutiques partout autour, il y a des restaurants. Il y a Burger King. Non, il y a des restos un petit peu plus, plus fancy, il y a un petit peu plus sophistiqué, mais il y en a plein, tu sais. Ouais. Puis c'était supposé être un lieu de divertissement, peut-être moins évolué que ce qu'on proposait dans le projet de Tempe, où il y avait aussi des tours à condos là, et des ça prend du monde. De luxe. Est-ce qu'il y avait du monde à Glendale? Est-ce qu'il y avait des logements? Bien, le stade de foot est en face. Okay. Les Cards de l'Arizona jouent en face. Donc ça n'empêche pas les gens d'y aller. Ouais. Ben, je pense pas que ce soit la concession qui fonctionne le mieux dans la NFL. Là. Je regarde du coin de l'œil Jack là, qui dit ça marche. Puis l'équipe universitaire joue là aussi, qui est extrêmement populaire. Donc, si tu as une raison de t'y rendre, si tu as la bonne motivation, tu vas y aller. Mais ce carrefour-là de divertissement n'a donc jamais fonctionné
pour les Coyotes, spécifiquement à Glendale. Alors, qu'est-ce qui nous dit que même si le projet immobilier était en soi alléchant sur papier, que ça aurait fonctionné après 5-10 ans, où il y aurait eu une certaine lassitude qui serait installée. Alors, je ne suis pas tant surpris de ça, en fait, de ce rejet, de ce refus des citoyens. C'est quoi? C'est environ 35 % des gens qui ont participé? Ce qui est un très fort taux. Oui, c'est quand même pas mal. Si vous comparez, mettons, avec les élections municipales ici, où, quand il y a quand on prend le pouls de la population à des moments hors période électorale massive, là, souvent, tu peux te retrouver avec du 10-15 % de participation, là, un peu plus du tiers ou le tiers. En tout cas, c'est pas si mal. Mais je pense une accumulation de facteurs. Premièrement, la population en général de l'Arizona... je pense qu'il n'y a personne qui va se coucher sur les rails pour du hockey. C'est pas... c'est quand même très niché. Il y a la réputation du propriétaire des Coyotes. Il y a eu un long dossier dans des Athletics. C'est ça. Il y a des informations dévastatrices qui ont été publiées. Mauvais payeur, culture toxique, etc. Exactement. Ne payait pas ses fournisseurs et tout. Alors ça... Et il y a aussi le fait qu'en Arizona, à Glendale particulièrement, ils ont eu une très mauvaise expérience en construisant un amphithéâtre pour l'équipe de hockey, qui est une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle aujourd'hui, mais Glendale a frôlé la faillite, a construit aussi des complexes, a financé des complexes d'entraînement printaniers pour les Dodgers et les White Sox. Je pense qu'ils partagent un complexe. Ils ont dépensé énormément d'argent en se disant que ça va générer de l'activité économique, ça va être la richesse. Ouais. Et ils se sont endettés. Ça a été catastrophique pour cette municipalité-là. Donc, la somme des mauvaises expériences, la mauvaise réputation du propriétaire et le fait que ce soit du hockey aussi... tout ça mis ensemble. Ça a probablement contribué. Je vous écoute, là. Où maintenant? Non, mais je disais, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que tu disais, moi aussi, je suis étonné. Moi aussi, je suis étonné que ça n'avait pas passé. Je pensais que ça passerait, surtout que quand tu regardes ça vite, ça sonne pas comme si le gouvernement devait mettre des tonnes d'argent. Je comprends qu'il y a des allègements qui font que c'est de l'argent qu'ils n'auraient pas touché, mais en même temps, c'est quand tu dis, mettons, sur 2,1 milliards, ils vont en mettre 1,9, c'est mieux que beaucoup de scénarios qu'on a déjà vus. Mais c'est ça. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on passe à d'autres choses. Et, Alex, c'est toi qui as la bonne question. Je pense que oui. Est-ce que je comprends qu'à Houston, ils ont déjà un aréna qui est prêt? Oui, Houston a un aréna. Ah oui. Kansas City a un aréna. Le Jazz, j'allais dire le Jazz. Le Jazz de l'Utah. Salt Lake City a un aréna. Un aréna qui peut accueillir une équipe d'arénage? De ce que je comprends, je pense qu'on pourrait effectivement partager. On pourrait retrouver là des colocs à Salt Lake pour faire un lien avec ça. Est-ce qu'il paraît le Jazz très, très méticuleux sur la vaisselle? Oui, le Jazz de l'Utah, pas le genre musical. Cet État reconnu pour son style musical. Exactement. Écoute, ils viennent tous de là. Ils viennent tous de Salt Lake, c'est du Grand Lac Salé. C'est un collègue qui me disait, dans la NBA, on ne change pas les noms quand les concessions déménagent. Donc, c'était le Jazz de la Nouvelle-Orléans, ça a plus de sens. Oui. C'est devenu le Jazz de l'Utah. Il y avait les Grizzlies de Vancouver. Oui. Ça a de c'est vrai qu'à Memphis... À Memphis, il y en a moins. Ouais. Oui, Martin, je pense que... Ils ont un chapeau de cow-boy à Memphis. Vas-y. OK. Donc, où maintenant? Quoique, si vous lisez le Journal de Montréal, on commence avec Québec. Vous n'êtes pas surpris. Je veux juste vous dire. Je comprends pas. C'est la une ce matin? J'ai pas le journal papier, mais je suis sur le site Internet en ce moment et puis on en fait nos choux gras. Écoute, c'était dans le super dans TV à RDI tantôt. Là. C'est ça. C'est pas juste eux autres. Non, c'est tout le monde. Sauf qu'ils sont pas mal les seuls à parler de Québec, malheureusement. Ben, c'est ça. Il y a, je pense que le plus gros problème de la candidature de Québec réside en son propriétaire, futur. Ben, attends un peu, voulu, là. Non, mais là, n'importe qui peut acheter l'équipe. Oui. C'est pas obligé d'être... Non, c'est sûr, sauf que l'amphithéâtre, par contre... Moi, je pense que le gros problème, c'est le débalancement Est-Ouest. Non, ça, c'est ridicule. Tu peux facilement
tu renvoies Détroit ou Columbus qui étaient déjà dans l'association Ouest, tu peux facilement corriger ça. Qui ont fait du lobbying pendant 20 ans pour sortir de là. Oui, je sais, mais est-ce que c'est l'argument qui empêche? Non. Si Gary Bettman avait le goût de déménager non, mais attends un peu, OK. à Québec, est-ce que ce serait un problème? Le premier argument, c'est que si Houston est intéressé, c'est là que tu vas, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Mais là, après ça, Kansas City, Salt Lake, Québec, je trouve qu'on commence à être dans les mêmes... Même les gars de 32 Tots, Elliot Friedman et Jeff Marek, il y a quelques semaines, ont parlé d'un possible Atlanta 3.0, qu'il y avait un groupe d'investisseurs qui s'organisait là-bas. Honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise. Je crois pas ça. Ça n'avait pas rapport avec Snoop qui veut... Je pense pas à l'époque. Et il y a même été question de... Ils ont même évoqué la ville de Sacramento, qui est évidemment les Kings là, dans la NBA. Alors, on est rendu loin. Alors, Québec, malheureusement, pour toutes sortes de raisons qui vont bien au-delà du débalancement Est-Ouest, je ne pense pas que ce soit dans les cartons. Cela dit, je pense pas que ça va arriver, là, mais dans la LNH, ils aiment ça quand ça se fait de façon discrète. Hein? Et puis, il n'y a jamais personne qui avait entendu que les Trashers allaient déménager à Winnipeg. Ça a été annoncé du jour au lendemain parce qu'on avait opéré en silence dans les corridors. Et c'est de cette façon-là dont Gary Bettman aime faire les choses. Donc, peut-être que c'est le seul élément qui milite un tant soit peu pour Québec. Peut-être qu'il s'active dans les coulisses et qu'il... C'est ça, Guy Laliberté. Tu sais, Guy Laliberté, c'était il y a quelques années, c'était toujours lui. Guy Laliberté devrait acheter ça. Guy Laliberté devrait acheter ça. Mais il y a peut-être quelqu'un dont on ne soupçonne pas la motivation. Il y a toujours cette possibilité-là. Mais sinon, Houston, on sait que la Ligue nationale aimerait s'établir dans ce marché-là. C'est le 3e plus gros marché aux États-Unis, là, après, 3 ou 4, hein, après New York et Los Angeles, je pense que c'est plus gros que Chicago. Donc, et il y a déjà eu du hockey à Houston. Ils ont eu une équipe dans la AMH, si ma mémoire est bonne. Les Apollos. Le club école du Canadien, si ma mémoire est bonne, a déjà été là. Il n'y en avait pas aussi dans les Aéros de Houston. Oui, c'est pas dans l'IHL, ça? C'était pas dans l'International Hockey League? Serge Savard a déjà joué, je me rappelle, Serge Savard a déjà joué à Houston. Oui, on va aller voir ça. Pour des recherches en direct. Serge Savard a joué dans les années 60 à Houston. Ouais, les Apollos. Les Apollos, c'est ça. Et c'était les Aéros de Houston dans les Aéros. Dans l'AMH. Mais tu sais, cela dit, c'est ça. Ça pourrait peut-être développer une rivalité avec Dallas. Le public du Texas a bien réagi. Les Stars sont ancrés maintenant dans le paysage sportif. En tout cas, on verra ce que ça donnera, mais je serais très, très surpris que cette concession-là traverse... de ce côté-ci de la frontière. Traverse dans l'Est. Ouais. Non. Il y a trop de candidats, attrayants pour les affaires, la business américaine. Je pense que c'est ça le premier... l'obstacle numéro 1. Hey, un petit mot sur Ottawa, on n'avait pas prévu en parler, mais c'est peut-être en train d'être annoncé, la vente. Là. Est-ce qu'on va dépasser le milliard? J'ai très hâte de voir. Honnêtement, il y a des informations ou des rumeurs qui disent qu'il y a un des 4 groupes a déposé une offre qui surpasse 1 milliard ou qui atteint le milliard de dollars. Et ça fait peur, là. Écoute, il y a un groupe à Seattle qui a payé 600 millions de dollars pour une feuille de papier. On s'entend, c'était une équipe de l'expansion. Là, tu pars de zéro. Et ils ont dépensé 900 millions d'argent privé, de fonds privés pour rénover l'aréna. Donc, c'est beaucoup d'argent. À Ottawa est dans le dernier tiers en termes de valeur d'une concession de la Ligue nationale et dans le dernier tiers de la Ligue nationale depuis toujours. Là, on s'entend que c'est une transaction immobilière. Tu achètes les sénateurs, ça veut dire que tu achètes les 75 acres de terrain de Canada et que tu es assuré d'avoir les droits de développement sur 7 acres de terrain près du centre-ville, dans les plaines Le Breton. Ça vaut énormément d'argent. Mais écoute, si tu payes 1 milliard de dollars sans savoir comment va être construit ton amphithéâtre au centre-ville, ça peut monter la facture à 2 milliards. Ouais. C'est comme si tu achetais les Rangers de New York ou les Maple Leafs de Toronto. Et c'est pas, en termes de valeur, c'est pas les Maple Leafs ou les Rangers. Donc, j'ai très, très hâte de voir qui va acheter cette équipe. Puis, on peut se demander si Moruelo va garder les Coyotes. J'imagine que... Enfin, on n'a pas parlé de vente. On parle plus d'un déménagement. Effectivement. Tu as raison. C'est possible qu'il s'en départisse, j'imagine. Oui, mais moi, je pense que l'idée d'aller s'installer à Houston, ça peut être intéressant. Mais c'est parce que si l'amphithéâtre appartient au propriétaire des Rockets de la NBA, il va vouloir
lui a déjà levé la main pour dire « Je veux avoir une équipe pour jouer dans mon amphithéâtre. » Je ne serais pas un sous-traitant. C'est ça. Comme locataire, arriver dans une ville et dire « Je veux m'installer là », ça peut être plus difficile. Peut-être que ça pourrait être possible à Kansas City. Peut-être. Mais... Beaucoup de questions de colocation dans cet épisode-là. Oui. Oui. Il faudrait peut-être se demander si Alex Moruelo a déjà visité Québec. Parce que... La vieille ville. Ouais. C'est joli. C'est joli. Bon, évidemment qu'on va parler des Maple Leafs de Toronto, mais j'avais envie de commencer par l'autre bout. Ça, c'est Paul Maurice qu'on vient d'entendre après la série, donc contre les Leafs, et qui parle de son groupe, qui dit qu'il est content. Et je pensais à quand il a quitté les Jets, là, ça a été un bon move, Paul, de partir de Winnipeg puis d'en aller en Floride. Et donc, il parle de son groupe, qui dit que c'est le fun, qu'il aime ça travailler avec eux, que les gars travaillent fort et qu'on rit. Il dit on a du plaisir, on s'amuse et on rit. Et est-ce que c'est ça? On a, moi, le premier, là, j'étais sûr que les Leafs allaient gagner. Mais c'est sûr qu'on a pris un peu les Panthers à la légère, non? Bien, ils perdaient 3-1 contre les Bruins dans leur série, contre les Bruins de Boston. Non, puis ils se sont qualifiés par la porte arrière. Puis on se disait, bon... Mais excuse-moi, Martin, je t'ai interrompu. Non, tu ne m'as pas interrompu du tout. Écoute, ils sont intéressants à voir jouer, les Panthers, mais on s'entend, là, leur présence dans le carré d'as, c'est dû à une résurrection, pas une renaissance, à la résurrection de Bobrovski. Le Bob. Il a complètement changé à partir du moment où on l'a installé entre les poteaux. Il a complètement changé la donne. Beaucoup de gens pensaient que ce gars-là, c'était terminé, qu'il allait toucher son lucratif contrat jusqu'à la fin et qu'il n'allait jamais redevenir performant. Et c'est le vieil adage de hockey, montrez-moi un bon gardien, je vous montre un bon entraîneur. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue à la radio à la veille du 5e match de la série contre les Bruins. Et, on disait Bill Zito, il a laissé partir des joueurs importants. Il a conclu une transaction absolument... gigantesque pour aller chercher Tkachuk, puis il va se faire éliminer au premier tour quand même. Ça va être un échec. Et là, il se retrouve dans le carré d'as. C'est peut-être... il passe pour un génie. Il passe pour un génie. Il a changé la culture. Oui. Je pense que c'est surtout ça. Oui. Et honnêtement, cette équipe-là se bat à la vie, à la mort. Il faut lui donner ça. Et c'est impressionnant de voir ça. Et on l'a vu au cours de la saison régulière. C'était des matchs intenses. Là. Le match le plus intense qu'on a vu au Centre Bell, c'était les Panthers contre le Canadien. Ouais. Ça s'était tapé sur le nez pour 2 points de classement durant toute la soirée. Et là, au point où ils sont rendus, ils ont battu l'équipe qui a signé la meilleure saison régulière de l'histoire. Ils ont battu les Maple Leafs, qui étaient des aspirants légitimes à la Coupe Stanley. Moi, je lève mon chapeau puis je dis, écoutez, je peux pas... Aller contre vous. Je peux pas faire une prédiction qui va contre cette équipe-là jusqu'à la fin. Et tout ça sans qu'Alexander Barkov soit particulièrement dominant. Moi, c'est ce qui offensivement, c'est ce qui me fascine le plus, honnêtement, dans cette série-là. C'est le centre numéro 1. C'était le joueur de la franchise, de la concession et tout. Et puis, bon, là, doublé par Tkachuk, clairement, mais au-delà de ça, il n'y a pas des mauvaises séries, c'est ça, défensivement, fait son boulot et tout, mais rien d'impressionnant, rien de flamboyant. C'est étonnant de voir que les Panthers sont présentement dans le carré d'as, alors que Barkov a 2 buts depuis le début des séries, 2 buts en 12 matchs. Hein. Je suis vraiment... c'est probablement ce qui me fascine le plus. Cela dit, très impressionné par Matthew Tkachuk, là, qui... et un des finalistes pour le Trophée Hart, il ne l'aura pas, là, parce que la saison de McDavid est hors de ce monde un peu. Là, mais au-delà de ça, si on prenait la pure définition, si on s'en tenait... Du joueur le plus utile à son équipe. Si on s'en tenait à la définition stricte, là, on peut certainement développer une thèse comme quoi McDavid est toujours le joueur le plus utile à une équipe, mais dans cette saison-ci particulière, là, j'aurais pas eu...
j'aurais pas eu honte de placer Tkachuk au tout premier rang. Et puis là, ça s'est poursuivi dans les séries. Oui, vas-y. Oui, mais je voulais dire, peut-être avec une mention honorable, un astérisque aussi, Tkachuk, avec une mention d'aide à son père, parce que le sort des Panthers de la Floride a changé. Souviens-toi, le jour où le père a dit sur les ondes d'une radio de Toronto que les Panthers, c'était une équipe qui était mollassonne, soft. Mais c'est une opinion répandue. Une douce équipe. C'est l'équipe Oil of Olay. Mais écoute, il me semble qu'ils se battent pas mal plus depuis depuis ce Et temps. pourtant, ils ont les chevaux pour, les Radko Goudas de ce monde, c'est bâti pour les séries éliminatoires. Ça. Mais Morris n'a pas un crédit là-dedans. Tu parlais de Paul Morris tantôt, c'est drôle parce qu'à un certain moment dans la saison, ça paraissait très, très mal. A quitté les Jets. Winnipeg était 3e dans la ligue sous Rick Bowness et on parlait à ce moment-là des Panthers comme quoi le Canadien aurait un choix top 10 ou top 12. Adam Fantilli. Alors là, Morris part de Winnipeg, tout s'arrange, puis arrive en Floride et tout s'écroule ou presque parce que, rappelons-nous, c'est ça, on a quand même tendance à oublier un peu facilement que c'était l'équipe qui a gagné le trophée du président l'année dernière. Là. Oui, il y a eu des changements majeurs, mais ils sont allés chercher une immense vedette aussi à travers ça, donc ça restait une bonne équipe. C'était étonnant de les voir à la traîne. Absolument. Comme ça. C'était étonnant. Pas supposé. Et c'est drôle comme les choses, tu sais, chasser le naturel, il revient au galop. On disait tout s'est arrangé à Winnipeg. Et quand la saison a pris fin à Winnipeg, Rick Bowness a pété les plombs pour dire ça, c'était magnifique. Il n'y avait pas de leadership dans son vestiaire. Et c'était un peu... finalement, Paul Murray, c'est ce qui est parti parce qu'il avait perdu le contrôle du vestiaire ou parce qu'il voyait qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça, qu'il n'y avait pas de soutien de son directeur général, que ça n'allait pas changer. Il a dit, bon, mais ça faisait longtemps qu'il était là aussi, puis je pense qu'il disait, écoutez, ce que je dis, les gars, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête en ce moment, le message passe plus. T'sais. Alors, pour toutes ces raisons-là, je prends la Caroline. Oui, j'ai dit que la Caroline ferait la finale. Tiens-toi debout. Bon, c'est bien. Je suis fier de toi, Alex. Je suis fier de toi. Le veston, ça te donne aussi de la crédibilité. Ouais. On emballera les prédictions tout à l'heure, mais d'accord, on vend quelques punchs. Parce que, bon, j'ai choisi cet extrait-là de Morris parce que je pense qu'il a... Enfin, ça fait partie... C'est une équipe qui joue différemment, puis veut pas. Il faut qu'il y ait un lien avec le gars qui est en arrière du banc. Là, j'ose imaginer. Puis, honnêtement, entre nous, je cherchais... dans le point de presse de Morris, le bout où il parle de Montréal, parce que c'est tout ce qui nous reste, des fois, un petit lien. Parce que Morris disait, en parlant de Sheldon Keefe, tu sais, wow, c'est ce que ce gars-là fait, c'est impressionnant. Là où c'est probablement le plus difficile d'exercer ce métier-là avec Montréal, c'était ça le clin d'œil. Il l'a dit avec Montréal, je n'ai pas entendu. Moi, je l'ai lu, c'est ça, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu. Et je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je le raconte. Voilà, et voilà, vous savez tout. Keefe donc. Voilà, c'est ça ma chute. Keefe donc. C'est fini. Qu'est-ce qui... Hein? Dubas émotif aussi. On parlait du... Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le statu quo est intenable. Intenable. Ben, on a eu la 5e meilleure équipe de la Ligue nationale au cours des 5 dernières années. C'est insoutenable. Il faut changer la culture. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez lu un peu ce qui se passe à Toronto. Là. C'est impossible que cette équipe-là revienne trait pour trait pareil. Là. La formation ou le coach ou le DG et ou le président. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Dubas lui-même a dit que s'il restait, il y aurait des changements. Ouais. Et puis, écoutez, ma compréhension, c'est que c'est pas nécessaire. On veut pas nécessairement se débarrasser de Dubas avec du goudron et des plumes. Ça, Martin l'a dit, dans les 5 dernières années, il y a que... Tampa, Boston, Colorado et Caroline qui ont maintenu un meilleur taux de réussite là, en saison régulière. Exactement. Que les Leafs, donc, c'est vraiment la fine fleur de la Ligue nationale. Ça ne s'est jamais concrétisé en série, c'est ce qu'on leur reproche. Et puis, il y en a qui appelaient à l'éclatement du noyau après la débandade contre le Canadien il y a 2 ans. Rappelez-vous, ça a été la même chose contre le Lightning l'année dernière. Pourtant, alors, moi, j'avais vu une réelle progression. Puis je disais, tu sais, donnez-leur du temps parce que ils avaient pas dominé, mais ils auraient voire dû remporter cette série-là. Tu sais. Puis je revenais souvent avec l'exemple des Capitals de Washington, puis d'autres équipes qui ont été patients, puis que oui, ont réformé
reformer plutôt là, certaines franges de leur formation pour arriver au résultat là, espéré ultimement, mais ça a été long et puis les morceaux en place, les vedettes, elles, sont toutes restées là, et le DG aussi, McClellan et tout, puis on s'est obstiné peut-être, mais peut-être un peu d'entêtement, mais aussi clairement il y avait une vision, puis on y croyait, puis ça a fini par payer. Puis c'est un exemple probant, puis récent, puis c'est pour ça que je reviens avec ça, mais c'est pas le seul non plus. Alors, moi, personnellement, quand tu échanges un gars, exemple comme Auston Matthews, je pense que tu es toujours perdant, là, ou presque. Là. Il y a pratiquement pas, on en parlait, je pense, la semaine dernière aussi, il n'y a pratiquement pas de cas où tu échanges quelqu'un de cette stature-là, où l'équipe qui s'en départit est gagnante ultimement. À part peut-être dans le cas d'Eric Lindros. Là, c'est à peu près le seul que je vois. Mais sinon, c'est ça. Donc, tu as 700 joueurs dans la Ligue nationale, tu en as peut-être 3 qui sont capables de marquer 60 buts. Là. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr que tu es perdant. C'est pas comme si c'était un joueur unidimensionnel. Je pense qu'on en a parlé au cours des dernières semaines. Il bloque des lancers. Il bloque des tirs. C'est un joueur complet. C'est devenu un joueur complet, Matthews. C'est pas à cause d'Auston Matthews que les Maple Leafs sont... Marner était bon en série cette année. Exceptionnel. Et c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe-là. On dirait que c'est parfois même plus la force motrice de l'attaque que Matthews. Il joue en désavantage numérique, il fait tout. On peut pas dire que Nylander a été mauvais. Nylander, dans les grands moments, c'est toujours lui. C'est souvent un des meilleurs. Qui se lève le plus. Et apparemment qu'il est très attaché. Shanahan est très attaché à Nylander parce que c'est le premier repêchage. Ça a été les sentiments. C'est un émotif. Méfiez-vous. Non, mais méfiez-vous. C'est un gars qui a marqué 40 buts en étant enlevé de la première vague d'avantages numériques. Non, mais je parle pas de Nylander. Je parle de se méfier de ses sentiments en affaires en général. C'est un 8e choix au total en 2014. Et il y a eu plusieurs mauvaises sélections entre Draisaitl, 3e, et Nylander, 8e. C'est surtout des mauvais choix, il me semble. Je dis ça de mémoire, mais il y a plusieurs coups d'épée dans l'eau là-dedans. Donc, c'est un bon coup des Leafs qui a bien fonctionné. Et puis, on dit Shanahan attaché à Nylander. C'est le début de son règne et tout ça. Et après, là, il reste Tavares. Tavares, évidemment, n'est pas échangeable, avec encore 2 années à 11 millions. Et c'est ça fait mal. Parce que tu regardes le rendement de Tavares. C'est un excellent joueur de hockey. Là. Il va avoir 33 ans, puis au centre, il va avoir 33 ans, mais il a son salaire de 11 millions, tu pourrais le remplacer par... Si tu avais 2 gars à 6 millions, oui. Tu pourrais avoir le même rendement 2 fois, le même impact dans l'alignement. C'est le seul dont les Leafs pourraient se départir, en fait. Là. Ça ferait pas mal, si on parle d'un plan strictement hockey. Là. Mais qui va accepter? Personne ne va ramasser ça. Et là, on entend beaucoup dire qu'il faut qu'il soit muté à l'aile. Il ne fait plus le travail comme centre numéro 2. Alors, si tu le mutes à l'aile, là, tu pars en quête d'un deuxième centre. Avec très peu de flexibilité salariale. Mais alors moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire, mais si vous lisez un peu partout, toutes les publications spécialisées ou autres, les journaux... Il y a des gens qui écrivent là-dessus à Toronto. On parle... Ça ne pourra pas revenir intégral. Même Dubus. On parle d'un gars quand même qui a marqué 36 buts cette année. Oui, le problème, c'est les 6 millions qui gagnent de trop. C'est ça le problème. Ou 4 millions ou 5 millions. C'est le salaire de Connor McDavid, mais c'est pas le rendement. Exactement. Non, mais là, personne n'a le rendement de Mdavid. Non, mais il y a un salaire de... Il y a un salaire de joueur qui est dans le 0,1%, alors qu'il n'est plus là. Est-ce que vous pensez que Dubas va être là la saison prochaine? Votre hésitation en dit long. Non, mais moi, je vois pas comment... Premièrement, comment, comme gestionnaire, ils ont pu laisser sans contrat pour il a commencé l'année sur sa dernière année de contrat, Kyle Dubas, un peu la même situation que Marc Bergevin la saison dernière. Et ils venaient de connaître, les Maple Leafs venaient de connaître les 4 meilleures années collées de leur histoire. Et c'est pas une concession qui existe depuis 18 ans, là, on s'entend, c'est une longue tradition à Toronto. Et ils viennent encore de connaître une très, très bonne saison. Tu as un gestionnaire de 37 ans qui a déjà cette expérience-là de la Ligue nationale, alors que tout le monde va s'arracher. Tout le monde va se l'arracher. La plupart des gars qui arrivent dans la chaise de directeur général, ils sont dans la quarantaine avancée ou dans la cinquantaine. Lui, à 37 ans, il a déjà ce véhicule-là d'avoir géré une équipe dans un grand marché où il y a une tonne de pression. Il va devenir... Il ne peut que devenir meilleur avec les années. Il est déjà très bon, là, parce qu'il ne faut pas oublier...
lui, année après année, il est toujours obligé de jouer à Tetris puis de jongler avec un ballon, un sabre, une torche en feu. Une torche en feu parce que son alignement change constamment. Il doit constamment boucher des trous parce qu'il y a son noyau à garder et les joueurs autour changent constamment. Alors, il a fait un bon travail. Oui. Il n'a juste jamais été capable de régler la question des gardiens. Et, tu sais, en tout cas... Il n'est pas le seul à... Ah non. Mais non, je ne dis pas qu'il est le seul, mais je suis d'accord avec Martin. C'est un gestionnaire brillant que tout le monde va s'arracher. Tu sais, regardons les équipes qui sont dans le carré d'as présentement. Là, il y en a combien qui ont réinventé la roue pour devant le filet, là. Jim Neal. Tu sais, les Golden Knights sont là avec leur troisième. Ça, c'est fou, leur troisième. Ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ouais, c'est un peu une anomalie. Ils vont perdre aussi. Là. Les Panthers de la Floride avaient commencé les séries avec Alex Lyon. Avec Alex Lyon, on se disait, oui, le Roi Lion, combien de temps il va durer? Là, c'est Bobrovski qui était... Je me rappelle pas qu'on ait dit ça, c'est bon. C'est Martin on qui est dit ça. créatif. On est bon. C'est Bobrovski qui ressuscite, qui est là. Oettinger à Dallas, c'était pas nécessairement... C'est un peu... C'était un bon repêchage 2017. C'est un bon gardien, Oettinger. Oui. C'est le seul qui... Fait que la position de gardien, disons, est plus volatile. C'est un choix de premier tour quand même. Je veux dire, quand ils l'ont choisi, ils voulaient... L'idée était probablement d'en faire le gardien numéro 1 éventuellement. Là, c'est pas comment... Il n'est pas sorti d'une boîte de Cracker Jack. Là. En tout cas, alors, tout ce que je voulais dire sur Dubas, un long détour, c'est que c'est pas... Il faut faire attention avant de prendre des décisions émotives dans le monde du sport et dire, bon, ben lui, il n'a pas gagné, on le remplace, parce que c'est un gestionnaire de qualité, Kyle Dubas. Ouais. Et je pense... Ils le savent. Exactement. Ouais. Ils le savent. Sinon, ça aurait déjà été annoncé. Ouais. C'est probablement... Le mot dispute est probablement trop fort, là, mais... dispute contractuelle. Là, on veut s'entendre. S'il est pour rester, je pense que Kyle Dubas veut avoir peut-être un peu plus les coups des franges, va être le big boss. Il a quand même eu à partager sa vision beaucoup avec Brendan Shanahan, qui, comme Martin nous l'a fait remarquer, a pris ses distances un peu cette année dans les séries par rapport à Dubas. Donc, j'imagine qu'il veut avoir le plein contrôle, les pleins pouvoirs. Il y a peut-être de ça qui pèse dans la balance aussi. Intéressant. Mais c'est ça. C'est probablement une question de négociation. Là. Et pour toutes ces raisons-là, la personne qui risque de sauter, c'est Sheldon Keefe. Là. Parce que c'est le... Il va falloir que quelqu'un saute. Là. C'est la cible la plus facile. C'est pas mal plus facile de se débarrasser de Keefe que d'échanger John Tavares. Ce serait idiot d'échanger Mitch Marner ou Austin Matthews. Et Kyle Dubas, on en a fait la démonstration, est un gestionnaire brillant. Parfois, on peut penser que ça prend juste un autre regard, une autre vision, puis que c'est pas parce que le gars est pas bon qu'on le laisse aller. Peut-être que ça va arriver. Je sais pas où on s'entendra pas. Ça, c'est toujours possible. Mais Keefe, c'est le gars de Kyle. Sheldon et Kyle, il n'a jamais engagé un autre entraîneur. Dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, c'est le seul entraîneur. Et vous appelez ça un gestionnaire brillant. Les Greyhounds. Un gars qui a juste une idée pour embaucher un coach. C'est comme ici, c'est tous des tellement soccer, tellement hockey, tellement courteau, tellement sport à l'époque. Tu vois, on a juste une idée. Ça fonctionne très, très bien. Et on va la traire jusqu'au sang. Exact. Avec les Greyhounds, avec les Marlies, avec les Leafs, Keefe a toujours été le gars de Kyle Dubas. Alors, j'imagine que pour lui, pauvre Sheldon, mais pauvre Kyle, ça va être... tout ça, c'est la faute à Brandon. C'est Brandon qui devrait sauter. Peut-être qu'il va lui demander de se faire pousser une moustache puis il va le rembaucher sous un autre nom. Avec une perruque puis une moustache. Je t'ai acheté un chapeau, Sheldon. Essaye-les donc. OK, on va emballer l'autre série. Ouais, faisons ça. Et je pense que c'est toi, Alex. Enfin, tout le monde a un peu écrit. Est-ce qu'il y a une autre série? Oui. Celle de l'autre équipe canadienne. OK. Puis après ça, on fera nos prédictions. Puis ça va être ça, je pense. Oui, on va faire la question du public. On est-tu comme en meeting de production? Il n'y a aucune discipline. Ça va être ça. Tout le monde a écrit, alors que c'est l'implosion... l'implosion souhaitée ou l'anticipation de l'implosion à Toronto, sur le bord de. À Edmonton, je vous l'annonce, qui ont été éliminés aussi. Et ce grand rêve d'une finale Toronto-Edmonton, c'est remis. J'allais dire c'est dissipé, mais c'est remis, c'est reporté plus tard. À Edmonton, il n'y a pas de panique. Je pense que c'est normal. Cela dit, ils ne sont pas au même endroit. Puis, je pense que c'est Connor McDavid lui-même qui disait qu'on est meilleur. C'est ça. Puis là, après ça, le journaliste a demandé
quels sont les éléments qui te permettent de croire que vous êtes meilleur? Puis il a dit, je sais pas. Je peux pas dire, on est juste meilleur. C'était vraiment... C'est un feeling. Ouais, c'était toute une citation. Cela dit, Draisaitl t'écoute, je pense, Martin. Comment ça? Mais parce que... Il a parlé de la fleur sur laquelle il ne faut pas tirer ou... Mon allemand est assez rudimentaire, mais... Voyons, je suis dans le trèfle. Non, il a dit que les Oilers étaient leur pire ennemi, mais il a fait cette analyse-là en développant un peu, puis en exposant exactement ce qu'on se disait depuis le début des séries. Il a dit, des fois, on est battu par un adversaire, mais j'ai l'impression que c'est nous autres qui déterminent l'issue des matchs. Absolument. Puis, quand on gagne ou quand on perd, c'est de notre faute. Toujours de leur faute. Fait que c'est, entre guillemets, rassurant dans la mesure où tu as le contrôle de ta destinée. Puis tous les athlètes, tous les sportifs veulent. Ce qu'ils détestent le plus, c'est manquer de contrôle. C'est des choses qui leur échappent. Donc, de ce point de vue-là, ils sont en voiture, ils sont dans le siège du conducteur. Ils ont les 2 joueurs les plus prolifiques au monde actuellement. Ils ont amélioré leur défense, on en a parlé souvent. Ils l'ont amélioré, mais ça a été quand même ça a été difficile Ils ont par amélioré moment. le personnel, mais ils n'ont pas nécessairement amélioré. Ils n'ont pas amélioré peut-être améliorer la structure, mais je veux dire, je pense qu'ils ont beaucoup d'éléments en place. Là. Ouais. Puis oui, il reste toujours du travail à faire, mais au final. clairement, ils sont, selon moi, ils sont dans la bonne voie. Puis c'est normal qu'il n'y ait pas de panique. Puis c'est normal que ça prenne un peu de temps. Puis c'est une équipe qui a pris de l'expérience dans les dernières années. Ça fait 4 saisons de suite qu'ils participent aux séries éliminatoires. Ils ont fait un carré d'as. Ça a quand même été une saison utile, cette saison. C'est sûr que s'ils perdent l'année prochaine et tout, déjà, tu n'as pas droit à cette clémence-là très, très longtemps. Mais c'est peut-être la dernière année là, à laquelle ils ont droit à cette magnanimité, je pense. Moi, je blâme Jay Woodcroft pour l'élimination de son équipe. Parce qu'il n'a jamais envoyé Jack Campbell devant le filet. Parce que les failles qu'on a vues, ce sont des choses que doit contrôler un entraîneur habituellement. Et la façon de jouer de ton équipe... J'ai envie de t'interrompre, mais vas-y, continue. Non, mais même si ton équipe, tu sais que c'est une bombe offensive, là, que tu vas être capable de marquer des buts à la pelletée, il faut que tu sois capable, inculquer à une équipe de jouer de façon responsable et de choisir les moments et d'être patient. Ça relève de l'entraîneur. C'est une équipe qui a joué à bride abattue durant toutes les séries éliminatoires et dans les matchs où il l'échappe complètement. Puis quand le festival offensif fonctionne, ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est une responsabilité de l'entraîneur. La façon de jouer de ton équipe. La discipline, c'est un facteur qui est supposé être contrôlé par l'entraîneur. Équipe la plus punie. Comment non? Ben non, c'est les joueurs qui... Il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est qui accroche? C'est qui prend les punitions? C'est qui... visiblement... La discipline, c'est la responsabilité individuelle de chaque joueur. Non. Je pense c'est l'entraîneur qui tire sur les guides. C'est soit que c'est important ou que c'est pas important. Puis visiblement, pour Woodcroft, c'était pas si important. Et si c'est pas inculqué dans un groupe, l'entraîneur a pour moi une responsabilité là-dedans. Équipe la plus punie, et ils ont perdu des matchs à cause de leur indiscipline, des matchs importants dans la dernière série et dans la série précédente. Et la gestion du gardien, je m'excuse, là, mais de sortir, d'avoir un gardien recru devant le filet et de le sortir 3 fois d'un match dans les 4 derniers matchs de la série. Ouais. À un moment donné, là, Campbell, c'est ton gardien le mieux payé, c'est lui le vétéran, c'est lui qui t'a sauvé les fesses au premier tour éliminatoire contre les Kings. Et il est revenu avec Stuart Skinner, match après match après match, après l'avoir sorti. Moi, j'ai jamais vu ça en séries éliminatoires. C'est incompréhensible. Et c'est pour ça que je pense que Woodcroft a une part de responsabilité. Alors, garder Sheldon Keefe et congédier Jay Woodcroft. Ils ont essayé les Oilers avec un entraîneur défensif à l'époque, Dave Tippett, et puis bon... mais là, Woodcroft, c'est pas juste qu'il ait sa philosophie, c'est incompétent, c'est ça que tu veux dire? Non, mais je pense que Martin... Non, mais écoute, lui aussi, la structure défensive, la discipline, puis là, la gestion des gardiens, c'est l'arbre qui cache cette forêt-là. Je suis d'accord pour 2 des 3 éléments, là, effectivement. Non, mais la discipline, Alex, c'est que si... C'est une faible part de responsabilité. Martin Saint-Louis n'a pas arrêté de dire que c'était important, puis son équipe était punie pareil tout le temps, là, je veux dire, à un moment donné. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est juste une divergence d'opinion là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'a pas été capable de s'ajuster. Est-ce que ça fait partie de son apprentissage, puis qu'il va être meilleur l'année prochaine ou pas? Il va être meilleur avec les Arrows. Mais ça se peut. Ça se pourrait qu'un entraîneur plus expérimenté soit je sais pas. Je suis pas prêt à dire qu'il est mauvais, mais soit plus à même d'encadrer cette équipe-là. Juste un exemple, là.
mettons, Joel Kenville à la tête des Oilers. Puis, tu sais, les entraîneurs... Je pense pas que tu peux se prononcer sinon. Non, mais c'est Voldemort à la tête des Oilers. Mike Babcock. Son nom commence à refaire son face. Jojo aussi. Là. Ouais. Mais les équipes jouent souvent avec la personnalité, avec la même personnalité que leur entraîneur, sur les traits de caractère que leur entraîneur leur donne. Et je suis certain, si je donnais l'exemple de Joel Kenville, ou n'importe quel autre entraîneur vétéran, que les Oilers ne joueraient pas de la même, façon. Ou du moins, sinon, que peut-être l'intelligence artificielle derrière le banc? En même temps, j'arrête pas de citer Washington. Qui a fait gagner Washington? C'est Barry. C'est ça. Fait que ça appuie pas mal ce que Martin est en train de dire. C'est bon. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à ce public qui peut être cité. Hein, d'ailleurs, on a plusieurs... beaucoup de monde qui veulent passer dans le balado. On a plusieurs réponses qui nous flattent dans le sens du poil pour être cités. On va le faire. On va les nommer. On est guidoune, alors. On a ça, regardez bien. On a demandé donc aux gens qui suivent les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport qu'est-ce qui vous intéresse maintenant dans ces séries 2023, en lien un peu avec le fait qu'il n'y a plus d'équipe canadienne, puis qu'entre nous, un peu des équipes loin qui sont dans le carré d'as. C'est comme un des carrés d'as les plus plates des dernières années, je dirais. Bien, j'en parlais avec notre excellent collègue Simon Crémer hier, puis il disait, tu sais, au niveau du hockey, ça va être bon. Ça va être bon, là. On a parlé des Panthers. On n'a pas parlé des Stars, mais les Stars, c'est quand même les Stars, impressionnant. Vegas, ça reste une équipe. Puis la Caroline, même chose. Ce sont des équipes. Mais le hockey va peut-être être bon. Le hockey va être bon, mais... Les codes d'écoute, ça va être quoi? Trois pelés et deux tondus. Puis les trames narratives sont plates. Exact. Il n'y a pas de bonne histoire. C'est surtout ça. Donc, sur le book, il y a Sylvie qui dit « Rien, moi, je suis les séries de la LHJMQ. » C'est une bonne suggestion. Oui. Joanne dit « Saison terminée pour moi, on se tourne vers le baseball. » Mauvaise suggestion. Non, excellente suggestion. Ça revient, il y a beaucoup bonne suggestion. Ça revient souvent. Mathieu dit « J'ai hâte que la NFL reprenne. » Bon, Gaétan, le jeu, le beau hockey. Gaétan, partisan du beau jeu. T'as raison. Tu vois, Marc-André dit sur le book, c'est bien de voir de nouvelles équipes sortir du lot, ça fait changement, c'est bon pour le sport. Bon, c'est pas pire. Ah oui, Jean-François, habile, les mercredis à 16h30, approximativement. C'est à cette heure-là qu'on sort, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? On enregistre ça, on finit d'enregistrer à 9h le matin. Bon, j'exagère un peu. Il y a du laxisme. Ça veut dire qu'on commence à 6 heures. Oui, on est à l'aube avec le soleil. OK, sur Twitter. Linda, j'abonde dans son sens. Ça sert à rien. Ça n'a rien à voir avec le hockey, mais ce que je vais suivre, c'est l'entraîneur des Panthers, Paul Maurice, bel homme. Oh! C'est vrai. C'est vrai qu'il paraît bien. Et excellente. Il y a de la prestance, Paul. Il y a du charisme. Il y a une belle voix. Il y a une grosse voix profonde, puis c'est très agréable de discuter avec lui. J'en doute pas. Avec les médias, il est toujours très bon. Sur le Twitter, Pierre dit suivre le parcours de nos anciens glorieux. Nick Cousin, Max Domi, Evgeny Dadonov, ils vont bien. Le secret, la carte cachée des Stars. On savait que les Stars avaient commis un vol quand ils sont venus chercher Dadonov. Souvenez-vous qu'on avait déchiré nos chemises. Souvenez-vous, on n'en revenait pas qu'ils aient laissé aller Dadonov. Et sans oublier Jesperi Kotkaniemi. Mais non, Pierre, bien joué. Puis, toujours sur le Twitter, Scarchess qui dit « Ce que vous direz dans votre podcast, incontestablement le meilleur podcast de hockey. Que dis-je, le meilleur podcast, toutes catégories confondues. » C'est têteux, mais ça marche. Puis, Sed aussi nous encense, mais là, je ne vais pas toutes les lire. Vos analyses expertes. Voilà. Wow. Ouais. Puis, on a un petit sondage sur le Tube. La finale de la Coupe Stanley sera composée de... Il y a 41% des gens qui voient Stars Hurricane, 26% qui voient Stars Panthers. Ça, c'est notre prédiction, Martin, je pense. Moi, je suis dans le 41%. Ah oui? Donc, t'es un gars, t'es un vrai consensuel. Gars. T'es un vrai gars, un vrai humain. Il y a 22% des gens qui disent Golden Knights Panthers et 12% seulement qui disent Golden Knights Hurricanes. Ben justement, emballons-les nos prédictions, vite, là. Écoute, ce printemps est tellement imprévisible que... Je sais pas, tu me dirais que les Blackhawks vont gagner la Coupe, je commencerais à dire qu'il y a une possibilité. Ils ont Connor Bedard. À peu près tout ce qui était inimaginable s'est produit. Fait que...
Une prédiction vaut, Exact. vaut Là, l'autre. on s'entend, on fait les prédictions parce qu'on est comme un peu est obligé, on l'a déjà torturé dit. ici. Parce là. qu'on est... Ouais, D'ailleurs, C'est ça. c'est contre notre grille. oui, on est forcé. Appeler les autorités. Donc, c'est dit, Hurricanes, Stars. Tout le monde, on voit tous les trois les Stars en finale. Donc, pas Je d'amour. pense parce qu'on veut pas que Vegas soit en finale, c'est sûr. Non, puis moi, une équipe qui utilise 5 gardiens, non. C'est non. Écoute, ça donnerait... Il y a toujours du copiage dans la Ligue nationale. Alors, si les Golden Knights l'emportent avec 5 gardiens, 5 gardiens à 1 million. tout le monde va se magasiner 5 gardiens la saison prochaine. Bon, c'est assez. C'est assez. On n'a pas eu le temps de parler de Marc, mon beau Marc, Bergevin, de retour à Pittsburgh. Pittsburgh, ou j'ai même entendu Calgary. Ah, ça serait bon. Calgary. Non, mais les gens ont l'air à s'étonner de ça. Là. Ce n'est que normal que ce gars-là apparaisse sur des listes de candidats. Mais personne là. qui s'étonne. Non, mais c'est que ça fait la manchette. Marc Bergevin. C'est parce que c'est l'ancien des Jeux du Canadien. Ben oui. Puis ben ouais, mais c'est ça, il a une expérience de quoi? De 10 ans. De 10 ans comme directeur général à Montréal. Il a travaillé dans l'équipe de direction à Chicago à l'époque où cette concession-là avait du succès. Et il travaille maintenant à Los Angeles, qui est une organisation qu'on peut qualifier d'émergente, là, qui est sur De compétents, disons. Oui, oui. Ouais, ouais. Alors, tu sais, c'est un bagage. Ben moi, je comprends pas qu'il soit pas déjà ailleurs. Je l'ai dit, moi, quand il a été congédié. Ouais, tu l'as J'arrêtais dit pas de dire ça. rapidement. Ce gars-là va se trouver une job demain. Ce qui est arrivé, mais. Et que pas son, comme nom, des gens. que son nom circule à Pittsburgh, c'est probablement l'endroit le moins étonnant. Là, C'est ça, il y a des liens avec Mario. Avec Mario, qui est encore impliqué dans l'organisation, tout ça. Donc, J'ai hâte. c'est correct. Est-ce qu'il va avoir le poste? Je ne sais pas. Mais, Mais Calgary serait bon, par exemple. Ça serait bon, ça C'est une aussi. équipe canadienne, puis on en parlerait plus. Comme ça. Ouais, c'est dans l'Ouest. Dans enfin, l'Ouest, ouais. ouais, c'est vrai. Mais les deux, ce serait bien. C'est tout bon. Mais ce serait le fun qu'ils reviennent. Ben oui! Il était divertissant. Ah! Il serait peut-être plus relax aussi, tu sais, C'est sûr. parce qu'à la fin... Il était relax quand il a commencé. Oui, 1 an, mais 1 an sur 10. À la fin, il était au bout de son rouleau, mais peut-être qu'il serait vraiment plus détendu à Pittsburgh. il pourrait ressortir son costume rouge. Oui. À Calgary. Orange, ben peut-être. oui, Ça serait bon. ben Ça oui. serait bon. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci de me le Je te le rappelle. Oui. N'oublie pas. Quand tu sortiras dehors, J'ai là, tendance quand à tu l'oublier, sortiras, j'ai là, garde ça en tête. Merci de me le dire. Merci infiniment d'avoir été là. Alexandre Gascon, bonne route. Merci. Et on reparle de Logan et Owen. Un endroit suggéré ou arrêté sur la 401 pour casser À la côte. Peterborough, il y a un Tim. Va chez Tim. Il y a beaucoup de Tim Hortons. Oui, sur c'est Québec. pareil. Ça ira le Chili dans un bol en pain. Ils font du sang. Est-ce qu'ils font encore ça? OK. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.